Daniel Cordier, vous avez été marchand d'art, collectionneur, et vous disiez à mon confrère du journal Le Monde, en 2004 je crois, cette période de ma vie, alors que par ailleurs vous aviez déjà évoqué Jean Moulin et que vous étiez devenu historien pour parler de cette période de votre vie, de cette période-là, après-guerre, vous avez dit je ne veux pas la rendre publique parce qu'il y est question aussi de sexe et d'argent. Pourquoi est-ce que le sexe et l'argent empêchent parfois qu'on parle de quelque chose qui était quand même public, puisque vous étiez marchand d'art? Oui, j'ai changé parce que je suis en train d'écrire mes souvenirs de toute ma vie et je parle du sexe et de l'argent, donc j'ai changé. Qu'est-ce qui fait qu'en 3 ans, vous pouvez dire votre homosexualité, éventuellement parler Oui, mais parce que, si vous voulez, je viens donc d'écrire un ouvrage et je me suis rendu compte que l'intérêt, c'est d'avoir vaincu les obstacles, et en particulier mon antisémitisme, dont j'ai honte aujourd'hui, mais qui a été ma jeunesse et qui, pendant la guerre, a duré quelques années avant que tout d'un coup, je m'en sépare. Donc, si vous voulez, c'est une invitation que j'ai eue pendant que j'écrivais cet ouvrage-là, en me disant, mais est-ce que je peux tricher? Voilà. Au fond, c'est pas parce que j'ai tellement honte d'avoir été antisémite que je voudrais bien qu'on ne le sache pas. Mais finalement, j'ai choisi et je ne le regrette pas. Quand j'ai lu ce livre impressionnant, ce livre de mémorialiste impressionnant, je me suis dit très bêtement, j'ai envie de pardonner Benoît XVI. Vous savez, pour son passé dans la proximité nazie. Et ce livre, et vous parlez de votre honte d'être antisémite, et ce livre montre bien qu'à 18-20 ans, on ne sait pas trop comment ça peut tourner, et on ne sait pas trop où on est, et parfois on stigmatise les hommes parce que dans un moment de leur vie, et votre livre montre très bien que par le hasard d'un ralliement à De Gaulle, votre antisémitisme a disparu. Enfin, en tout cas, que vous êtes aperçu que c'était une horreur. Lentement, j'insiste là-dessus. Parce que tout de même, 3 ans après m'être engagé chez De Gaulle, bon, j'étais encore antisémite quand je suis arrivé à Paris, si vous voulez. Oui, alors en plus, un jour, vous découvrez Rebatté, hein, et vous le dévorez à Lyon. Ah oui, mais j'avais beaucoup d'admiration pour Rebatté. J'étais Action française, j'étais Camelot du Roi. Et c'est le premier livre que j'ai lu, Les Décombres, qui venait de paraître en août 1942, quand je suis rentré en France. Un panneau de coupure de presse élogieuse annonce que sa parution est un événement. L'auteur ne m'est pas inconnu. Il avait rédigé des articles dans 2 numéros spéciaux de Je suis partout consacrés aux Juifs. J'avais été captivé dans le dernier de 1939 par son long article sur l'affaire Dreyfus, qui était dans le ton de ce que j'entendais dans ma famille. Alors, deuxième chose, alors je me disais, ces péchés de jeunesse, puisque vous parlez de honte, alors parlons de péchés de jeunesse ou ces dérives de jeunesse. Autre trouble quand on lit ce livre de mémorialiste, c'est qu'on a affaire à un magnifique roman d'espionnage. Merci. Ce n'était pas le but de l'opération. J'entends bien, mais on peut être... si on gomme les noms, etc., on est chez Graham Greene, alors qu'il s'agit d'un livre dans lequel vous parlez de votre ralliement à De Gaulle, vous parlez des 11 mois pendant lesquels vous avez été aux côtés de Jean Moulin, et un livre dans lequel vous montrez aussi de manière extrêmement précise le bordel, passez-moi la trivialité, dans lesquels étaient les mouvements de résistance, dans cette incapacité de se fédérer. Parce qu'avant d'être une armée de l'ombre, on voulait avoir réglé ses intérêts politiques. Oui, son avenir politique. Première question sur ce travail monumental, c'est à la forme d'un journal. Comment avez-vous fait pour être aussi précis dans ce que vous racontez au jour le jour de ces 3 ans? Eh bien, j'avais une mémoire, je crois, assez extraordinaire
ça a été la découverte de Jean Moulin, parce qu'au fond, il m'a choisi parce que j'étais le quatrième qui venait de Londres, le quatrième radio qui venait de Londres. Il avait besoin absolument d'un secrétaire, ben, il m'a choisi comme secrétaire, c'est tout. Mais... Vite à un moment que vous étiez le portable, hein, le téléphone portable. Oui, tout à fait. Non, mais j'étais tout. Vous savez, quand on est le seul secrétaire, la seule personne qui est à côté d'une personne qui a l'âge de votre père, ben, vous faites tout. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le servir, bien entendu. Ambassadeur, Rex, hein, c'est son nom de guerre. Vous ne le connaissez pas non. Quand vous le servez. C'est Rex, simplement. Vous ne savez pas qui c'est. Vous pensez qu'éventuellement, il a été un homme politique extrêmement influent, D'ailleurs, important. je n'ai jamais osé lui l'appeler... Ah non, lui demander, pas question, mais je veux dire, lui donner un nom, l'appeler pas par le nom qu'il avait choisi. C'est-à-dire, il a changé de nom. C'était Max, etc. Mais je n'osais pas même l'appeler de cette manière-là. Et je ne l'ai jamais nommé. Jamais. 1964, à l'occasion du transfert des restes de Jean Moulin au Panthéon, les actualités françaises reviennent sur le parcours de ce chef de la résistance. En juin 1940, dans le chaos de la défaite, Jean Moulin, préfet de l'Eure-et-Loire, assume avec courage son entière responsabilité. Bientôt révoqué, il parcourt la zone sud, d'où il gagne Londres, où le général de Gaulle l'investit d'une mission capitale, réaliser l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs. Le 1er janvier 1942, l'ancien préfet est parachuté en Provence, dans les Alpilles. Désormais, il va se consacrer jour et nuit à sa tâche. Il multiplie les contacts, il explique, il discute. Il rassemble jour après jour les éléments de ce qui deviendra sous son autorité le Conseil national de la résistance. Jean Moulin suscite le commandement unique de l'armée secrète par le général Delestrin. Il amène les responsables à coordonner les mouvements des deux zones. La résistance grandit, mais la Gestapo grandit aussi. Les arrestations, les exécutions se multiplient. Le général Delestrin est arrêté. Pour la désignation de son remplaçant, Jean Moulin convoque les chefs de mouvement de zone sud. La Gestapo les arrête à Caluire avec leur hôte, le docteur Dugoujon. Moulin connaissait tout de la résistance et pas un seul instant nous n'avons eu peur car nous étions certains qu'il mourrait comme il est mort sans rien dire. Et là, on vous retrouve, hein, c'était en 1964. Donc vous avez... à me reconnaître. vous étiez à Paris quand Caluire est arrivé et vous décrivez très bien dans votre livre cette scène où, dans le métro, on vous annonce que Rex est tombé. Oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, après avoir présenté dans les livres précédents ce qu'était cet homme, Jean Moulin, qu'est-ce que vous gardez de lui aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus fondamental dans votre mémoire sur lui? Eh bien, c'est que quand je pense à sa disparition, vous voyez bien que je suis au bord des larmes. C'est toute une vie. C'est un homme qui a formé ma jeunesse, auprès duquel je me suis détaché politiquement de ce passé réactionnaire, d'Action française, royaliste, antisémite, etc. Et qui a amorcé mon virage vers ce qui ont été les opinions politiques de ma vie, qui étaient à gauche, même à l'extrême gauche au moment de la Libération. Et donc je lui suis reconnaissant, je lui suis encore maintenant reconnaissant de m'avoir formé, de m'avoir libéré. Et c'est quand même lui qui aussi vous initie à l'art, ou en tout cas vous amène à l'art. Vous avez apporté avec vous le livre qu'il vous a donné un jour. Et vous expliquez très bien que Jean Moulin, quand vous étiez dans les bouchons lyonnais et que vous sentiez qu'arrivaient des présences suspectes, il était capable de changer de conversation et parler d'art comme ça, de passer de l'un à l'autre. Oui, nous avions tous, quand nous sentions que nous étions près d'une oreille attentive, nous changions instantanément de conversation. Alors chacun de nous avait une thématique, et lui, sa thématique, c'était l'art contemporain. Et de ce fait-là,
involontairement, j'ai appris, mais alors j'ai appris sans voir de reproduction de tableaux. C'est-à-dire j'ai appris des noms, j'ai appris des jugements, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait au point de vue d'œuvre d'art. Jusqu'au jour, le soir de la réunion du Conseil de la Résistance, le 27 mars 1953, et en sortant de la galerie de tableaux, il m'avait donné rendez-vous. Il s'est arrêté, nous étions à peu près en face du bâtiment de la police. Il s'est arrêté au bord de la Seine et sur le mur, il a posé cet ouvrage en lui disant « Écoutez, pour vous remercier, je vous offre ce livre qui vous apprendra beaucoup sur l'art. » Alors j'ai ouvert. Évidemment, j'ai vu que tout était en noir et blanc et que c'était tout à fait beaucoup plus effrayant que ces discours sur l'art. Sera Toulouse-Lautrec. Ah oui, là c'était... Et c'est ce qui vous a ensuite ouvert la porte à une autre carrière. La suite va se présenter sous cette forme, c'est-à-dire les mémoires que vous allez sortir. Non, c'est pas la suite, parce que si pour 3 ans vous avez 1000 pages, comme j'en ai 90 calculés, alors c'est peut-être un peu trop, et puis je n'ai plus le temps de les écrire, mais j'ai déjà rédigé en grande partie mes prochains mémoires. Je les ai rédigés parce que j'ai eu une opération, on m'a enlevé un rein il y a 6 ans, et pendant 3 mois, j'étais allongé comme sur un lit. Et bon, je ne savais pas quoi faire, et je me suis dit, mais au fond, étant donné ce qui vient de passer, peut-être que j'en aurai plus pour longtemps à vivre. Et donc, j'ai commencé mes mémoires, mais alors d'une manière très rapide, parce que j'en avais déjà 2400, dont j'ai extrait cette partie-là. Et effectivement, et alors là, dans un tout autre style, j'ai écrit l'ensemble de ma vie. Alors j'ai encore des choses à... On le lira avec passion. Simplement, je note que le 17 août 1942, pour la première fois, vous voyez Jean Moulin se mettre en colère parce qu'une nouvelle fois, une réunion a échoué pour fédérer les différents réseaux de la résistance. Et Jean Moulin vous confie à ce moment-là, et vous dites que vous êtes sûr, absolument sûr de la dernière phrase. Cette fois, c'est fini, j'en ai assez de cette comédie, je ne veux plus discuter avec eux, je vais les expédier à Londres et le général se débrouillera. De Gaulle, bien sûr. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Ah oui, bien entendu, j'ai apporté. Une timbale. C'est une timbale. Ah ben, non, alors ce soir, cette émission va s'appeler maintenant La timbale et l'artichaut. J'ai choisi la timbale et je vais dire pourquoi. Parce que c'est un des plus anciens objets que j'ai possédé. C'était la timbale que mon grand-père avait à Tivoli dans les années 1870, où il avait 10 ans. Et moi, quand je suis rentré pensionnaire également, comme lui était pensionnaire, il m'a offert cette timbale que l'on avait avec, on mettait son couvert, on avait un couvert, une serviette et on mettait tout là-dedans. Et qui a été gravé alors à mon nom et à mon numéro qui était 75. Et lui avait le numéro 466. Oui, et ça ne m'a jamais quitté. Et sur mon bureau, je mets des crayons. Merci pour la timbale.